Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo interview de la chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Baron, qui a énormément de choses à nous raconter, qui a un parcours vraiment très intéressant. Donc, je suis vraiment ravie de la voir sur la chaîne. Alors, bonjour Juliette et bienvenue sur la chaîne. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. Tu as commencé à écrire très jeune, 11 ans si je ne dis pas de bêtises. Comment t'est venue cette passion de l'écriture? Comment l'as-tu fait évoluer avec le temps? Voilà, raconte-nous un petit peu comment tu as commencé. En fait, à l'époque, je lisais énormément. On peut même dire qu'en fait, la lecture était un peu mon activité principale. C'était vraiment quelque chose qui comptait pour moi et c'est vraiment, je trouve, à cet âge-là que les lectures peuvent avoir un vrai impact sur nos vies. Et donc, j'étais plongée dans Harry Potter, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, les chroniques de Spiderwick, ce genre d'histoire. Et je me laissais vraiment embarquer dans ces univers. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à imaginer, par exemple, que... alors, c'était moi l'héroïne, forcément. Je débarquais à Poudlard, par exemple, où j'étais moi aussi étudiante avec... Harry, Ron et Hermione, ce genre de choses. Et puis petit à petit, j'ai inventé des personnages pour qui m'accompagnent un peu dans mes aventures dans ces univers-là. Et puis après, j'ai commencé à inventer des nouvelles scènes en me disant, elle est pas mal ma scène, elle aurait été bien dans le livre. Et comme ça, petit à petit, en fait, j'ai fini par détourner les intrigues pour inclure mes propres idées dans ces univers-là. En fait, je faisais de la fanfiction sans le savoir, Oui. un petit peu. Mais tout ça, ça se passait dans ma tête jusqu'au jour où, vers 11 ans, j'ai décidé d'écrire pour la première fois une des idées que j'avais eues. Alors je me souviens, c'était après avoir lu un livre qui s'appelait Le Dernier des Elfes. Et donc j'avais un peu repris l'intrigue, mais j'avais créé mes propres personnages et j'avais créé de nouvelles actions. Et donc j'avais écrit cette histoire sur l'ordinateur de ma mère. Donc bon, ça faisait à peine une vingtaine de pages, mais j'étais quand même allée jusqu'au bout. Bon, alors malheureusement, cette première histoire a été perdue. Ah, dommage. L'ordinateur de ma mère a grillé, donc... mais j'avais découvert que je pouvais écrire vraiment mes propres histoires en fait. D'accord. Donc c'est parti de là. Donc vraiment très tôt, quoi. C'est assez chouette de voir. Moi, ça m'épate toujours quand je vois comme ça des enfants en fait, qui sont capables d'écrire quelque chose et d'aller jusqu'au bout justement de ce projet. Je trouve ça assez fascinant. Mais en fait, il y en a énormément parce que voilà, du coup moi je suis enseignante. Il y a 2 ans, ma première classe, une petite donc en CE1, donc ça veut dire 7 ans. Qui avait déjà écrit une histoire. D'accord. Elle avait fait les illustrations, elle m'avait carrément apporté pour que je le lise. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Et j'ai plusieurs, cette année j'ai 2 classes de CM2, donc ils sont un petit peu plus grands. Et ils ont déjà plus conscience de certaines choses et ils lisent aussi beaucoup plus. Et j'en ai plusieurs déjà qui m'ont dit que... ils rêvaient d'être écrivains, ce genre de choses, et qu'ils écrivaient des histoires. Et j'aime beaucoup échanger. Du coup, je leur dis un peu en mode secret, mais tu sais quoi, moi j'écris des histoires aussi. Et du coup, on a des échanges là-dessus. Et j'adore parler de ça avec eux. Ok, super. Alors moi, ce que j'ai lu de toi, ce sont 3 histoires de fantômes. Donc ce sont 3 nouvelles. Alors, il faut savoir que moi, je ne lis jamais de nouvelles et pourtant, j'ai été complètement prise dans ces 3 histoires. Donc, bravo. Je trouve que tu as ce qui ressort vraiment, moi, je me suis dit, quelle jolie plume. Vraiment, je trouve que c'est vraiment très joli, en fait, la façon dont tu écris. Ça m'a beaucoup plu. Et donc, toi, tu écris des nouvelles, mais également des romans. Alors, je sais que des jeunes auteurs, quand ils commencent à écrire, certains se disent, ah, je vais commencer par une nouvelle. Ça va être plus facile parce que c'est plus court. Quand tu t'aventures dans un roman ou dans une nouvelle, est-ce que tu prépares les deux de la même façon? Quelles sont les différences? Quels sont les points les plus compliqués à aborder dans l'un ou dans l'autre? Forcément, dans une nouvelle, il faut aller plus droit au but, donc peut-être faire un peu moins de description. Quelles sont les différences entre les deux pour toi d'un point de vue de l'auteur en fait? La différence principale, c'est que la nouvelle, c'est plus court, donc ça demande d'être plus condensé. Et du coup plus dynamique, puisqu'en fait le lecteur va s'attendre à ce que ce soit immédiatement, enfin l'intrigue s'installe immédiatement et il faut qu'il soit emporté tout de suite, à la différence du roman où on peut prendre le temps d'installer l'histoire, de présenter les personnages, etc. Et le lecteur sait qu'il a le temps d'apprendre à connaître les personnages, donc il n'a pas d'attente immédiate, même si certains peuvent aussi avoir... certaines attentes immédiates quand ils lisent un roman, mais la nouvelle c'est encore plus marqué. Si au bout de 3 paragraphes le lecteur est pas accroché, il va pas continuer en fait. C'est vraiment immédiatement, tout immédiatement. Et en même temps, on retrouve quand même une certaine structure qui est semblable. On a une situation déclenchante, une situation initiale. On a après une suite de péripéties.
Et alors la différence aussi, c'est que la nouvelle, en principe, se termine par une chute, c'est-à-dire une fin inattendue qui doit surprendre le lecteur, alors que le roman, ça peut être différentes sortes de fins. Et alors quand on écrit une nouvelle, moi je pense qu'il faut avoir l'idée de sa chute en tête pour que tous les éléments que l'on sème dans sa nouvelle amènent à ce paroxysme qu'est la chute. Alors que quand on débute un roman et qu'on n'a pas encore la fin en tête, je pense pas que ce soit très grave parce qu'en fait on a plus de temps pour développer l'histoire. Bien sûr, et donc on peut avoir plusieurs possibilités qui se présentent à nous au fur et à mesure que l'histoire se développe. Alors que la nouvelle, vraiment, rien ne doit être inutile. Toute chose donnée dans la nouvelle doit avoir un rôle à jouer. On ne décrit pas tel élément juste pour le plaisir de le décrire. Il faut vraiment que ça a un sens dans l'histoire et que ça serve à quelque chose. Puisque comme tout est condensé, il faut vraiment que tout soit utilisé et que rien ne doit être superflu. C'est pas plus facile que d'écrire un roman du tout, en fait. Alors, pas forcément. Alors, ça peut paraître moins dur d'arriver au bout parce que c'est plus court. Mais après, quand on se penche vraiment sur le fond, c'est pas plus simple. Alors après, moi, j'ai commencé à écrire avec des nouvelles puisque ça fait quand même moins peur et c'est quand même très formateur. Moi, j'ai beaucoup écrit de nouvelles au début. Alors après, moi, je distingue nouvelles et histoire courte. C'est-à-dire, la nouvelle, c'est vraiment un genre très codifié, voilà, avec la chute à la fin, etc. Après, l'histoire courte, ça peut être, avant de se lancer véritablement dans un roman, écrire une histoire qui ne se termine pas forcément par une chute et qui reprend un peu la même structure que le roman, mais en beaucoup plus court. Parce que c'est moins difficile que d'écrire 300 pages ou ce genre de choses. C'est vrai qu'en France, on passe directement de nouvelles à romans, alors que je sais que dans d'autres pays, ils ont des termes pour des histoires courtes, en fait. Ils ont des intermédiaires, alors que nous, en France, voilà, on dit je fais de la nouvelle ou je fais du roman, alors qu'en fait, il y a des fois des entre-deux, quoi. J'ai déjà entendu parler de la novella, mais alors je trouve que c'est un terme un peu ambigu en France, parce que justement, novella, ça se ressemble un peu le terme, mais c'est vraiment l'idée, voilà, c'est plus long que la nouvelle, mais c'est plus court qu'un roman, et donc c'est un peu voilà, un entre-deux. Ça peut éventuellement être un bon compromis si on n'est pas attiré par la nouvelle, par toute la structure un peu spéciale, les codes de la nouvelle, la chute, etc., mais qu'en même temps on ne se sent pas d'écrire un pavé énorme. Ça peut être un bon compromis au début. Alors une question que je vois souvent revenir quand les auteurs se lancent, c'est une nouvelle, c'est combien de pages maximum? Alors je pense pas qu'il y ait une réponse claire, nette et précise, mais pour toi, quel est le nombre de pages à peu près? Alors je dirais pas plus d'une dizaine, 15 à la rigueur, grand max. Pour moi, une nouvelle, c'est quelque chose que le lecteur doit être capable de lire en une seule fois. Comme c'est un seul bloc, que c'est assez clos, et le lecteur doit pouvoir le lire d'une seule fois sans faire de pause pour garder un peu toute l'atmosphère sans s'arrêter. Donc au-delà d'une dizaine de pages, ça commence à être un peu long. En dessous de 5 pages, c'est un peu court pour développer vraiment une intrigue, quelque chose. Et au-delà, on rentre dans presque de la novella ou du roman court. Quoi. Ok, donc, voilà. Très bien. Alors, tu es une auteure hybride, c'est-à-dire que tu as été publiée via différents modes d'édition, donc de l'auto-édition, de la maison d'édition à compte d'éditeur et la maison d'édition à compte d'auteur. Donc, c'est pas fréquent, les auteurs qui ont connu les 3 modes comme ça d'édition. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience? Alors, brièvement, nous donner les plus et les moins de chaque type d'édition, ce par quoi tu as commencé, ce qui te convient le plus aussi, éventuellement. Voilà, essayer de résumer un petit peu pour chaque type d'édition. Mon premier texte, alors je l'ai là pour vous montrer, voilà, c'est une nouvelle justement. Ça s'appelle Solitude parisienne et c'est le premier texte que j'ai publié et c'est à compte d'auteur que je l'ai publié. Alors, j'avais 19 ans, je rêvais d'être publiée et je connaissais pas grand-chose au monde de l'édition. En réalité, je ne savais pas ce que c'était que compte d'auteur ou compte d'éditeur. Donc, en fait, j'ai un peu signé sans savoir de quoi il s'agissait, sans vraiment me poser de questions. Donc, j'ai signé avec Edilivre. Donc, c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Compte d'auteur, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça signifie que c'est l'auteur qui finance la publication en réalité. Donc, tous les services comme la correction, la création de la couverture, en fait le travail éditorial est payant. Et c'est ce qui fait beaucoup grincer les dents certains auteurs, d'autant que certaines maisons à compte d'auteur ne se présentent pas clairement comme telles. C'est ça, oui. Et donc elles entretiennent un peu un flou et souvent l'auteur ou l'autrice découvre que c'est à eux de payer au moment où c'est un peu trop tard. Et Edilivre par exemple se présente comme une maison alternative
qui donne sa chance aux auteurs débutants. Oui, je vois beaucoup ça. Et du coup, moi, 19 ans, pleine de rêves, c'est un message marketing qui m'a touchée, forcément, et j'ai signé. Oui, bien sûr, oui. Donc, après, moi, ça s'est quand même bien passé, cette expérience. J'en garde un bon souvenir malgré tout. Alors, j'ai la chance d'avoir une maman qui est professeure de français, ce qui fait qu'en réalité, c'est elle qui s'est occupée de tout le travail éditorial, qui a fait les corrections, etc. Ce qui fait que je n'ai pas eu à payer, en fait, pour ça. Et en réalité, je n'ai payé que la couverture, qui m'a coûté 119 € exactement. Oui, donc pour un travail de couverture, c'est... Oui. Voilà, ça reste raisonnable. Donc, j'ai vraiment pas eu l'impression de me faire arnaquer, alors que certains auteurs et autrices ont pu avoir cette impression, notamment puisque j'ai entendu dire que certaines maisons à compte d'auteur demandent des sommes absolument astronomiques qui sont de plusieurs milliers d'euros. Ouais. Moi, voilà, j'ai vraiment déboursé seulement 119 €. Oui, ce qui est un prix correct, oui. Voilà, ça reste correct. Alors après, tout ce qui est les supports marketing, comme les marque-pages, les cartes, etc., c'est aussi à acheter au prix de la maison d'édition. Donc bon, il y a ça aussi, j'en ai acheté, donc on peut rentrer ces frais-là. Mais par exemple, il y a un pack avec affiches, marque-pages, cartes qui coûte 59 €. Et il y en a 100 de chaque, donc ça reste raisonnable. Une fois qu'on a choisi les différents services payants, après c'est la maison d'édition qui s'occupe de tout l'aspect technique, tout ce qui est la mise en page, l'ISBN, le code barre, l'impression, etc. Et après on reçoit son stock, donc l'on paye également avec 30% de réduction, mais ça c'est le cas aussi dans les maisons d'édition à compte d'éditeur. Au final, pour moi, ça s'est plutôt bien passé, et en réalité après, depuis j'ai tenté l'auto-édition et j'ai pas vu une énorme différence, puisque en réalité quand on fait de l'auto-édition, on doit aussi faire appel à des correcteurs ou des correctrices indépendantes, à des graphistes, etc. que l'on paye, sauf si bien sûr on est multitâche et qu'on sait faire toutes ces choses-là soi-même, ce qui n'était pas mon cas par exemple. Mais toutes les démarches administratives après en auto-édition, c'est-à-dire l'ISBN, etc., c'est nous-mêmes qui le gérons. Et on doit aussi assurer la promotion, ce que ne fait pas non plus Edilivre. Donc au final, je dirais que passer par Edilivre, alors je ne parle que d'Edilivre puisque c'est la seule expérience que j'ai, passer par Edilivre pour moi c'est comme de l'auto-édition, mais avec les tracas administratifs en moins en fait. Oui. Parce que c'est une maison d'édition à compte d'auteur qui t'a pas demandé des sommes exorbitantes. Voilà, les sommes restent raisonnables. Petite question que je vois souvent passer, du coup, quand tu es en maison d'édition à compte d'auteur, comment est-ce que ça se passe pour tes droits ? Alors c'est la maison d'édition qui gère les droits d'auteur aussi, donc c'est eux qui me payent, qui m'envoient, alors c'est une fois par an, comme dans une maison traditionnelle, une fois par an le relevé de mes droits d'auteur. Et pour la cession de tes droits en termes de durée, etc., par rapport à une maison d'édition à compte d'éditeur, est-ce qu'il y a une différence ? Comment ça se passe ? Alors là, je dois reconnaître que je ne sais plus pour combien de temps j'ai cédé les droits de Solitude Parisienne. Mais il y a certaines maisons d'édition traditionnelles à compte d'éditeur qui demandent une cession à vie. Bon, alors ça, moi, je ne suis pas d'accord. Mais bon, après, ça, c'est chacun fait comme il veut. Mais moi, avec les maisons d'édition à compte d'éditeur avec qui j'ai signé, j'ai cédé mes droits pour 5 ans. Et après, au bout de 5 ans, on reconduit le contrat ou pas. Et en fait, pour les maisons à compte d'auteur, c'est pareil. Alors, il faut bien lire le contrat au début. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être certaines qui demandent également une cession des droits à vie, et d'autres seulement pour un temps limité. Mais ça dépend vraiment des contrats d'édition. Il n'y a pas de normes en fait. Okay. Donc ça, c'est pour la maison d'édition à compte d'auteur, par quoi tu as commencé. Voilà. Et donc après, tu es passé en maison d'édition à compte d'éditeur. Oui, tout à fait. Alors j'en garde aussi une très très bonne expérience. En plus, c'était pour mon premier roman, donc pour l'instant, avant Terre d'Asile, j'avais publié que des nouvelles, donc Solitude Parisienne à compte d'auteur, et puis après j'avais réussi à faire publier quelques nouvelles dans des recueils collectifs à compte d'éditeur, mais c'était une toute petite maison d'édition, une toute petite structure. Et là, vraiment mon premier roman accepté par une maison à compte d'éditeur, c'était un peu le triomphe, on va dire. Oui, c'est le Graal pour beaucoup d'auteurs. Oui. Voilà, et alors j'ai beaucoup aimé aussi, c'est une expérience, j'ai beaucoup aimé le travail en équipe, puisque là pour le coup c'est un vrai travail en équipe avec la maison à compte d'auteur.
je ne communiquais vraiment que par mail avec des gens un peu sans vraiment savoir à qui je m'adressais. Alors que là, vraiment, dans les maisons d'édition, on communique avec l'éditrice, avec Livresque Édition, par exemple, où j'ai publié mon 2e roman. Il y a 2 agentes éditoriales qui travaillent avec moi, que je peux contacter quand je veux, dès que j'ai un souci. Et c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé, ce travail d'équipe. Alors après, il y a aussi des inconvénients, le fait que l'on cède ses droits et que du coup on perd une certaine liberté. On est libéré des contraintes matérielles, tout ce qui est technique, financier, etc. Mais le livre ne nous appartient plus exclusivement. Oui. Pour Terre d'Asile, par exemple, au début, la première couverture qu'on m'a proposée, je détestais. Mais c'était... vraiment, et je me suis dit, mais non, je veux surtout pas que mon livre ait cette couverture, c'est impossible pour moi. Et j'ai vraiment dû batailler, envoyer des mails et des mails et des mails pour faire comprendre à l'éditrice que vraiment je ne voulais pas de cette couverture. Alors heureusement, ça a été pris en compte et elle a été changée. Et aujourd'hui, alors je vous la montre, aujourd'hui j'adore la couverture telle qu'elle est et je suis vraiment contente. Mais vraiment la première, je me suis dit, ah non, pitié, pas ça. Et en fait, j'avais pas mon mot à dire, c'est l'éditrice qui prenait la décision finale. Et si elle avait décidé de garder la première, ben je pouvais rien faire en fait. Voilà. J'imagine à quel point ça doit être difficile d'avoir un roman avec une couverture qui ne nous plaît pas. Ça doit être vraiment difficile, je pense. Ben, c'est vrai que j'ai essayé de m'imaginer et c'est pour ça vraiment que j'ai bataillé. Et donc voilà, des petites choses comme ça. Après, plus récemment, pour la sortie du tome 2 d'Urbaine 99, donc mon 2e roman, Urbaine 99, qui est sorti en avril. Et donc j'avais demandé l'autorisation à ma maison d'édition de créer des box littéraires où je proposais toutes sortes de goodies autour du livre. Donc on m'a donné l'autorisation, mais en fait il y a eu un malentendu, c'est entièrement ma faute, c'est moi qui ai mal expliqué le projet. Et une fois que j'avais tout lancé, une fois que j'avais commandé les goodies, que j'avais tout payé, en fait, on m'a dit, ah bah non, en fait, tu peux pas les vendre parce que t'as pas les droits d'exploitation. Et c'est vrai que du coup, j'ai plein d'idées pour faire la promotion et sauf qu'en fait, il faut toujours avoir l'aval de la maison d'édition. Et des fois, ça freine un peu l'enthousiasme. On se lance dans plein de trucs et avant de se rendre compte que ben non, c'est pas possible. C'est vraiment là le petit inconvénient, je dirais, de la maison d'édition, c'est le fait de toujours devoir demander l'autorisation pour faire quoi que ce soit à propos de ton livre. Tu n'es plus le seul propriétaire de ton livre en fait. Tu as testé du coup également l'auto-édition, donc avec les nouvelles. Oui, voilà. J'ai testé l'auto-édition et c'est vrai que d'avoir été totalement libre de faire ce que je voulais avec mon texte, avec mon livre, c'est vrai que ça c'était assez chouette. J'ai vraiment aimé pouvoir prendre toutes les décisions. Par contre, voilà, je me suis un peu arraché les cheveux pour la mise en page, pour concevoir la couverture parce que c'est pas ce que je sais faire normalement. Il y a des professionnels qui s'en occupent habituellement dans les maisons d'édition. Alors j'ai finalement réussi à faire la mise en page toute seule, même si j'ai un peu crisé sur mon document Word. Après la couverture, finalement, je l'ai confiée à une graphiste parce que vraiment je ne m'en sortais pas. Donc du coup, on parle de celle-ci. Alors moi je l'ai en format papier du coup. Voilà, ça donne ça. Donc c'est le premier recueil d'une collection. Voilà, j'avais l'ambition de créer une collection entière de recueils de nouvelles. D'accord. Donc le 2e recueil est en cours. Alors je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va sortir. Quand j'aurai vraiment le temps de plancher dessus. Donc voilà, une très bonne expérience aussi en auto-édition. Alors par Amazon, moi j'ai fait le choix de publier via KDP d'Amazon puisque c'est quand même très très simple d'utilisation. Alors j'ai reçu quelques critiques à propos de ça, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas Amazon pour différentes raisons. Et c'est vrai que on peut ne pas adhérer au principe d'Amazon, mais quand même pour les auteurs, ils proposent des services très très intéressants. Et pour ceux qui auraient peur de concurrencer les petites librairies indépendantes. Une librairie, Eh bien non, en réalité, puisque Spiritum n'est pas disponible dans les librairies indépendantes, donc en fait, il n'y a aucune concurrence. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'acheter. C'est ce que je dis également. Voilà, et si vraiment acheter sur Amazon vous donne de l'urticaire, passez par moi, j'ai un stock disponible. Voilà, je peux l'envoyer directement sans que vous ayez besoin de passer par Amazon. C'est ce que j'ai fait également, parce que moi je suis pas une grande fan non plus d'Amazon, mais
le service qui est proposé par KDP, moi je l'ai mis en ligne sur d'autres plateformes, ça n'a rien à voir en termes de praticité, en termes de droits que nous on peut toucher dessus. Ouais, non, ils ont fait fort quand même sûr. KDP. Hein. Clairement, avec Spiritum, alors puisqu'on peut parler un peu argent, le sujet qui fâche, c'est-à-dire oui, mais il faut en parler aussi. Voilà, c'est important aussi d'en parler, puisque bon, alors en maison d'édition, sur mes 2 romans, je touche 10% des droits. Ça représente pas quelque chose d'énorme. Et donc, pour Spiritum, j'ai vendu par exemple 2 fois moins d'exemplaires de Spiritum pour l'instant par rapport à Urbaine 99, si on compare. Et pourtant, j'ai gagné presque 3 fois plus avec ces 2 fois moins d'exemplaires vendus. Donc, quand on veut vivre de son écriture, l'auto-édition est quand même très avantageuse et permet plus facilement d'y arriver. Ouais. Alors moi je vais garder les deux, la maison en maison à compte d'éditeur et en auto-édition. En auto-édition pour le côté alors financier, c'est vrai, et aussi parce que ça me permettra de gérer un peu ma frustration parfois de ne pas pouvoir prendre toutes les décisions avec la maison d'édition et de faire sur d'autres textes exactement tout ce que je veux. Et je trouve que c'est le bon compromis. D'accord, ok. Donc garder les deux, rester un auteur hybride. Voilà. Ok, très bien, très intéressant. Alors maintenant, on va parler un petit peu concours. Tu as participé et même remporté des concours en tant qu'auteur. Qu'est-ce qui t'a décidé pour te lancer dans ces concours et qu'est-ce que tu en as retiré ? Le premier concours auquel j'ai participé, en fait, est celui qui a un peu lancé tout le processus, on va dire. C'était un concours organisé par ma professeure de français quand j'étais en 5e. Et donc un concours de nouvelles au sein de la classe. C'est là véritablement que j'ai rencontré la nouvelle, en fait. C'est la première fois que je me suis vraiment lancée dans l'écriture d'une nouvelle. D'ailleurs, la nouvelle que j'ai écrite lors de ce concours, c'est la dernière nouvelle du recueil Spiritum. D'accord. Alors, bien sûr, retravaillée après avec ma vision d'adulte, mais à la base, je l'ai écrit à 13 ans. Voilà. Ah d'accord, ok. J'étais en 5e. Et donc, j'ai tellement adoré ce concours. Alors, j'ai gagné ce concours dans la classe. Et c'est là vraiment j'ai eu un déclic. Et c'est à partir de là où j'ai voulu recommencer. J'ai commencé à chercher des concours d'écriture sur Internet. D'autant que la plupart des concours de nouvelles imposent un thème, un sujet. Et souvent, quand on débute dans l'écriture, on ne sait pas trop quoi écrire, on ne sait pas trop sur quoi écrire, en fait. Et moi, j'avais un peu ce souci-là. J'avais plein d'idées, mais je ne savais pas vraiment quel sujet aborder dans mes textes. C'est vrai que ces concours, ils apportaient un sujet. Alors, je prenais les concours dont le sujet m'inspirait, je ne faisais pas tout. Et c'est vrai que en fait, j'ai passé mon adolescence à écrire des nouvelles via des concours. Tous les étés, c'était un peu mon occupation. J'écrivais une nouvelle pour un concours. Et j'ai comme ça participé à de nombreux petits concours. Alors je gagnais ou pas, je recevais un diplôme ou un carnet ou un stylo, ce genre de choses. C'était pas vraiment le but, c'était pas vraiment de gagner. Alors bien sûr ça faisait plaisir, mais c'était plutôt d'avoir des sujets sur lesquels écrire et de m'entraîner, d'être lu aussi par des inconnus, parce que alors du coup c'était de parfaits inconnus dont je n'avais jamais les retours, mais je me disais il y a quelqu'un quelque part qui a lu mon texte. Et déjà c'était quelque chose de se dire qu'il y avait des gens qui lisaient mes textes. Bon alors sans savoir qui j'étais, moi je ne savais rien d'eux, mais mes textes étaient lus par des gens. Et souvent aussi, outre le thème imposé, il y a souvent aussi une taille imposée. Dans les concours, un nombre de mots ou un nombre de pages à ne pas dépasser. Et du coup, ça oblige à la concision, ça oblige à être rigoureux pour pas dépasser. Et c'est vraiment très très formateur et c'est vraiment comme ça que moi j'ai commencé à apprendre à écrire des nouvelles. Et donc après à 19 ans, voilà, j'ai publié Solitude parisienne, donc une nouvelle via Edilivre. Et j'ai vraiment commencé à me dire que mon objectif c'était la publication. Voilà, j'ai commencé vraiment à me dire, voilà, j'ai réussi à publier un premier texte et maintenant je veux écrire pour ça, dans le but d'être publié. Et donc j'ai commencé à chercher des concours où à la clé c'était une publication. Alors il y en a moins, donc le choix était plus restreint, mais c'était vraiment mon objectif. Et c'est là que j'ai découvert un concours organisé par Souffle pour Édition, donc une petite maison d'édition. Ça s'appelait le prix littérature et musique. Et donc en fait il fallait choisir une musique sans parole de son choix et écrire à partir de cette musique. Il n'y avait pas vraiment d'autres contraintes. Il y aurait un lauréat et après une dizaine de nouvelles étaient également sélectionnées pour être publiées dans un recueil. Je n'ai pas gagné, mais j'ai fait partie de la sélection des 10 nouvelles
publiée dans le recueil. Donc j'ai été publiée dans un premier petit recueil. Et en fait, j'ai tellement adoré le concept. À la fin, donc il y a eu une cérémonie de remise des prix. Tous les auteurs qui avaient été sélectionnés pour être dans le recueil étaient invités. Et ça a vraiment été génial, quoi. En plus, ça se passait à Metz, donc dans la ville de Metz. Et comme c'était un concours qui liait musique et littérature, les élèves du conservatoire de Metz avaient été invités à créer en fait un spectacle à partir des nouvelles. Ah, génial! Et donc franchement, ça avait été extraordinaire. C'était ma deuxième publication et j'ai vu ma nouvelle mise en scène en fait avec des lectures, etc., de la musique. Génial. Enfin, c'était génial. C'était une expérience incroyable. En plus, on a rencontré, du coup, on s'est tous rencontrés en tant qu'auteurs, tous les auteurs du recueil, on s'est tous rencontrés. J'ai rencontré des gens vraiment avec qui je suis devenue amie et que je côtoie toujours. J'ai tellement adoré que j'ai continué à participer à ce concours puisque c'était tous les ans la maison d'édition proposait une nouvelle édition du concours. Alors j'ai participé comme ça 3 fois. Il y a eu aussi j'ai participé aussi du coup à un recueil qui a été créé en hommage à Marie Shelley. Et donc j'ai fini par être lauréate du concours en 2018. Donc ma nouvelle Orage. Donc je vous montre un peu à quoi ressemble ce recueil. Donc ma nouvelle Orage a gagné le prix littérature et musique 2018 et c'est elle qui a donné le titre du recueil du coup. Et donc dans ce petit recueil, voilà, il y a de nouveau une quinzaine de textes des auteurs qui ont participé et qui ont été sélectionnés. Et donc, vraiment, ça, c'est une super expérience. Ça m'a donné une certaine légitimité. Oui. Alors, à mes propres yeux. Oui. Puisque j'avais publié plusieurs textes, j'avais réussi à publier plusieurs textes et j'avais gagné un prix littéraire. Et même par rapport aux maisons d'édition à qui à l'époque, j'avais pas encore publié de Terre d'Asile, ça a été après tout ça. Et même aux maisons d'édition à qui j'envoyais du coup mes manuscrits, je pouvais dire voilà, j'ai déjà été publiée, j'ai gagné un prix littéraire et du coup je trouvais ça moins dur de les contacter parce que je me disais bon, ils peuvent se dire elle se fout pas trop de nous, ça va, comme c'est un peu difficile de savoir ce que pensent les éditeurs quand ils reçoivent des textes, moi je misais tout là-dessus en mode faites-moi confiance, j'ai déjà publié des choses. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi. Oui, bien sûr. Tout ça. Ok, super. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Tu as parlé de légitimité, moi, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé en fait sur cette chaîne, cette notion de légitimité et comment on peut se sentir auteur ou pas, etc. Et donc voilà, toi, il a fallu que tu sois publié du coup et que du coup que quelqu'un te dise oui, ce que tu fais, ça en vaut la peine en fait. Oui. Alors bon, aujourd'hui, j'ai beau avoir publié 6 ou 7 nouvelles et 3 romans. Je continue parfois à ne pas me sentir légitime. C'est quelque chose qui se construit, je pense, oui, bien sûr. sur toute sa carrière littéraire. Bien sûr. Tant qu'on est sur les concours, tu es passé de l'autre côté. Tu es devenu jury d'un concours et tu as signé il y a peu pour être jury à nouveau, donc une seconde fois. Qu'est-ce que ça t'apporte toi, d'être jury? Et si jamais tu pouvais donner un conseil à des jeunes auteurs qui souhaiteraient se lancer dans des concours, quels pourraient être tes conseils en tant qu'auteur, mais aussi en tant que jury pour ces jeunes auteurs qui souhaitent se lancer? Alors oui, début 2020, on m'a proposé d'être jury d'un concours d'écriture. Et donc j'ai accepté parce que justement, j'avais toute cette histoire, moi, avec les concours d'écriture et je trouvais intéressant de me retrouver de l'autre côté, justement. Et donc j'ai découvert le fonctionnement de l'intérieur, en fait. J'ai compris pourquoi certains de mes textes, par exemple, n'avaient jamais été acceptés. Oui. Puisque, en réalité, les jurys, on reçoit les textes qui sont anonymés. On a une grille d'évaluation, en fait, très précise et assez stricte. Et du coup, tous les textes qui ne respectent pas exactement tous les critères qui étaient demandés au début sont mis de côté en fait. Et c'est pour ça, moi, je parle de mon expérience, quand je participais à certains concours, j'interprétais un peu librement le thème imposé et ça passait pas. Et maintenant je comprends pourquoi, parce qu'en fait on a des critères très stricts à respecter et du coup tous les textes qui ne rentrent pas exactement dans la case en fait sont mis de côté parce qu'on en a beaucoup à lire et du coup on écume un peu le stock quoi. Si j'avais un conseil à donner aux auteurs et autrices qui voudraient se lancer, c'est de vraiment respecter toutes les consignes et toutes les contraintes demandées dans le concours, c'est-à-dire le thème, le nombre de pages ou même si on vous demande une police particulière,
de vraiment tout respecter en vous disant oh, c'est pas grave si je mets pas cette police là, ça va rien changer. Ben s'il y a ces contraintes là, c'est pour une bonne raison. Et du coup, il faut vraiment jouer le jeu jusqu'au bout. Après, moi, je peux que les encourager à le faire puisque je trouve ça extrêmement formateur. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et en plus, il peut y avoir parfois donc une récompense intéressante dans le sens où une publication, ce genre de choses. Donc ça peut vraiment être un vrai tremplin pour lancer sa carrière littéraire si c'est ce que l'on souhaite. Un autre conseil très important, si vous participez à des concours, faites-vous relire. Je suis pas une... Alors pourtant je suis enseignante, mais je suis pas une folle des fautes, etc. Tu vois, j'accepte qu'il y ait des fautes, je comprends. Moi aussi j'en fais. Mes textes, ils sont passés à la moulinette par les correcteurs. Tout le monde fait des fautes. C'est pas pour rien qu'il y a des correcteurs professionnels. C'est pas pour rien qu'il y a des correcteurs professionnels. Alors juste sans faire appel à un correcteur professionnel, faire relire à quelqu'un d'autre, puisque souvent, à force de relire son propre texte, on les voit plus les fautes. Mais vraiment, je suis tombée sur certains textes, en fait, la lecture devient extrêmement pénible et c'est un texte anonyme, un adulte anonyme qui a écrit ce texte et vraiment, quand ça fait le 10e texte qu'on lit et corrige dans la journée, on n'a pas envie d'être clément. Et je reconnais que j'ai un peu noté sévèrement certains textes quand tous les 3 mots il y a une faute à un moment donné. Voilà. Oui, il y a une différence entre laisser une petite coquille à droite à gauche et avoir des fois du mal à comprendre même le sens de la phrase. Enfin, moi, je le vois, pas forcément dans des romans. Hein. C'est vrai que sur Internet ou quoi que ce soit, des fois, les gens disent oui, l'orthographe, oui, tu fais une faute, c'est pas grave. Mais des fois, la phrase prend un sens différent. Si jamais tu oublies certaines lettres, certains mots, la ponctuation, pareil, je vois plein de gens qui disent la ponctuation, on s'en fout. Mais non, voilà quoi. C'est ce qui donne, ce qui permet de comprendre correctement le texte. Et c'est vrai, quand tu dois relire plusieurs fois la phrase pour comprendre, c'est là que tu te dis il y a un souci en fait. Donc vraiment, alors oui, une coquille de temps en temps, bien sûr, ça passe. Et même moi, j'en fais. Mais quand c'est vraiment de très nombreuses fautes, on n'a pas envie de... Oui, bien sûr. On est sévère. Voilà. Ok, non mais tu as tout à fait raison de le souligner. C'est vrai que se faire relire, c'est important, même pour un concours en fait. Voilà. Alors du coup, tu disais tout à l'heure que tu étais maîtresse. Comment jongles-tu entre le fait d'être maîtresse? C'est un métier, malgré ce que certains pensent, qui prend beaucoup de temps. Je viens d'une famille d'instit, donc je connais parfaitement. Donc, comment jongles-tu entre ton métier et l'écriture? Est-ce que tu as un objectif à court, moyen, long terme, je ne sais pas, de vivre entièrement de l'écriture ou pas du tout? C'est ma 3e année en tant que maîtresse, donc ça fait 3 ans que je suis entrée dans le système de l'enseignement. Et c'est que depuis vraiment l'année dernière que j'ai pu trouver un rythme qui incluait l'écriture. C'est-à-dire ma première année, j'ai pas du tout réussi à inclure l'écriture parce que j'étais dans le rush tout le temps. Je découvrais la profession et j'apprenais en même temps à être maîtresse. Enfin, c'était ma première année, donc vraiment, j'ai pas pu du tout écrire et je l'ai assez mal vécu. Et c'était mon objectif à la fin de cette première année de réussir à remettre l'écriture dans ma vie. D'accord. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de me lever très tôt le matin pour écrire entre 50 et 60 minutes avant de devoir me préparer et partir pour l'école. Ce qui fait que je me lève à 6h et je pars de chez moi à 7h30. Donc parfois, j'arrive à me faire des mini-séances de 15-20 minutes à la pause déjeuner, mais c'est assez rare parce qu'en réalité, il y a souvent des réunions, soit avec les collègues, soit avec les parents sur ces horaires-là. Donc ou alors je corrige les cahiers ou le travail du matin pour pas avoir à le faire à 16h. C'est pas toujours facile. Ça me permet d'écrire quand même tous les jours, le matin, puisque le soir, après la journée, je suis trop crevée. Et généralement, j'ai plein de choses à préparer pour la journée du lendemain. Et j'ai pas l'énergie pour écrire le soir, quoi. Et mes mercredis après-midi, ils sont utilisés pour préparer mes cours. Le samedi aussi. Et donc, généralement, c'est le dimanche que je fais tout ce qui est lié à l'écriture, mais qui n'est pas l'écriture en elle-même. C'est-à-dire toutes les publications sur les réseaux sociaux. Les vidéos YouTube, ma newsletter, puisque j'ai lancé là en septembre une newsletter qui s'appelle le Bulle d'écriture. En fait, je n'ai aucune pause dans la semaine, j'ai aucun jour où je me repose.
c'est un rythme très très soutenu et alors je sens là que ça commence à tirer. Ouais. Et donc là, Ouais. je pense que je vais lever un peu le pied là dans les semaines à venir. Mais je ne vais pas m'arrêter totalement puisque moi c'est ma passion et je peux pas faire Oui. autrement que de vivre avec. Mais c'est aussi pour ça que pour l'année prochaine, j'aimerais demander un mi-temps. Voilà, passer à mi-temps. D'accord. Pour pouvoir continuer à vivre ma passion, mais en même temps à rester enseignante parce que mine de rien, c'est quand même un métier que j'adore et qui me passionne. Oui. Et j'ai pas envie d'arrêter totalement. D'accord. Mais alors, je suis en train de faire les démarches, de me renseigner pour pouvoir passer à mi-temps, mais c'est pas du tout sûr que je puisse l'obtenir puisque c'est pas si simple à obtenir. Mais donc à court terme, voilà, pour cette année, je continue mon rythme actuel très soutenu. J'espère l'année prochaine passer à mi-temps pour quelques années, mais sur le long terme, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est de pouvoir ne faire que l'écriture. Mais D'accord. il va falloir que financièrement parlant, ce soit possible. Voilà. Oui, c'est souvent ce qui bloque en fait. Hein. C'est rarement l'envie qui nous en empêche, mais c'est financièrement. Quand je discute avec des gens qui ne se rendent pas compte de combien on touche sur un livre, le temps que ça demande, enfin, il y a plein de gens, moi je sais que j'ai sorti mon premier roman et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah bah ça y est, tu vas te lancer dans l'écriture complètement ». J'ai dit « Mais t'es fou, c'est pas possible, c'est juste impossible ». C'est possible dans certains cas, hein. Il y a des auteurs avec un premier roman, ils explosent. Mais voilà, il faut faire des milliers de ventes pour espérer avoir un minimum pour survivre. C'est vrai que c'est compliqué. Alors bon, toi dans ton cas, tu as déjà quand même écrit, publié pas mal. Le retour que j'ai de tous les auteurs, c'est que plus tu publies, plus tu vends, mais pas seulement parce que tu sors un nouveau roman, mais parce que ça a une incidence en fait sur les romans que tu as déjà publiés. Et, mais du coup, ça impose quand même un rythme. C'est ça. C'est-à-dire, bon, plus tu publies, forcément, plus tu gagnes d'argent. Et une personne qui achète un roman et qui apprécie sa lecture va potentiellement acheter les autres livres que tu as écrits. Mais ça reste quand même pas possible d'en vivre. Voilà, il faut vraiment vendre des milliers et des milliers d'exemplaires pour avoir un salaire décent qui permette de vivre correctement. Et donc, oui, on ne parle même pas d'être riche, on parle juste d'avoir un salaire qui nous permet de payer un loyer, etc. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu la désillusion. Hein. Pour plein de gens, ils me disent « Ah, ça y est, tu vas être célèbre. Hein. » J'ai dit « Mais non, non, c'est compliqué. » C'est pour ça aussi que mon métier alors j'adore mon métier de prof, mais c'est vrai que ça m'apporte aussi la stabilité financière. Oui, bien sûr. C'est une chose qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que tous les mois, je sais, quoi qu'il arrive, que mon salaire va tomber. Alors que bon, quand on n'est que dans l'écriture, on n'est jamais sûr de ce qu'on aura à la fin, quoi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Puis, je pense qu'il y a une pression supplémentaire quand tu es auteur à temps complet. C'est tu ne peux pas t'arrêter d'écrire. Donc, j'imagine que la crainte de la page blanche ou ce genre de choses, ça doit avoir. Enfin, c'est une incidence énorme en fait. Hein. Ou quand on est confronté à des années comme 2020, le Covid a. Tous les salons, tous les dédicaces sont annulés. Et quand tu es auteur et que, faut quand même pas se mentir, c'est surtout en salon et en dédicace qu'on arrive à vendre le plus d'exemplaires. Et quand ça t'est retiré, c'est compliqué, quoi. Parce que, il y a une incertitude. C'est ça. Alors oui, par les réseaux sociaux, par Internet, tu peux réussir à un peu faire parler de ton livre et à gagner quelques lecteurs. Mais c'est vraiment, en tout cas, pour l'expérience que j'ai, c'est vraiment en salon et en dédicace, quand tu vas vraiment au contact des gens qui sont plus à même d'acheter ton livre. Et c'est vrai que là, tous les salons annulés, ça fait quand même un coût oui, bien sûr, conséquent. Hein. C'est conséquent. Du coup, quels sont tes projets actuels? Est-ce que tu as vraiment beaucoup de projets? Tu as parlé précédemment de la newsletter que tu as sortie au mois de septembre. Quels sont tes projets à court, moyen et long terme? Alors là, actuellement, je suis en train de travailler sur un manuscrit avec Livresque Édition, donc avec la maison d'édition avec qui j'ai signé, j'ai sorti Urbaine 99. Mais c'est un projet pour lequel je ne peux encore rien dire, c'est secret. Voilà. D'accord. J'en dirai bientôt plus sur les réseaux sociaux, mais pour l'instant, on a décidé avec la maison d'édition qu'on gardait secret. Donc je n'en dis pas plus. Voilà, c'est un roman qui est prévu normalement pour mai 2021 si tout se passe bien. D'accord.
Et donc là, le gros projet actuel, c'est donc ma newsletter qui s'appelle donc Bulle d'écriture et que j'ai lancée en septembre. Et en fait, c'est au cœur de pas mal de choses, de pas mal de réflexions que je me fais. C'est un peu parti du fait que j'étais jury de concours d'écriture, puisque lire des textes d'inconnus et du coup réfléchir sur ces textes, qu'est-ce qui fait qu'il est bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, ce genre de choses. Ça m'a fait prendre conscience que j'avais très envie d'aider les auteurs et autrices débutants à se lancer dans l'écriture, à partager mon expérience en fait, et aussi mes compétences d'enseignante, parce que je voudrais réussir à lier l'enseignement et l'écriture, et donc l'enseignement de l'écriture. Comme actuellement je suis à temps plein en tant que maîtresse, c'est difficile de me lancer maintenant dans, par exemple, du conseil éditorial ou du suivi de manuscrits, proposer à des gens de travailler avec eux sur leurs manuscrits. Ça, je vais attendre d'avoir potentiellement mon mi-temps. Et donc, en attendant de pouvoir vraiment me lancer là-dedans, je voulais faire de bulles d'écriture un peu un intermède. En fait, c'est un mail que j'envoie tous les mercredis matins sur un sujet ou sur lequel je partage mon expérience. Alors, donne des conseils, même si j'aime pas cette expression-là, parce que je suis pas la science infuse et je ne sais pas tout en matière d'écriture. Je partage juste ce que moi j'ai essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mon expérience en fait, parce que depuis que j'ai l'âge de 11 ans, alors j'écris, donc ça fait beaucoup d'années d'expérience, même si c'est que depuis quelques années que ça s'est professionnalisé pour moi. L'idée, d'apporter mon expérience, mes compétences à des auteurs débutants qui pourraient se poser les mêmes questions que je me suis posée à l'époque. Sauf que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Instagram, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas les communautés d'auteurs comme on a aujourd'hui. Il n'y avait pas les auteurs sur YouTube, ce genre de choses. Et donc, je voulais proposer quelque chose que je n'avais pas quand j'ai débuté et qui m'aurait été bien utile. Ok, super. Du coup, je vais vous mettre à tous les liens de toute façon de Juliette dans la barre d'infos. Donc, il y aura notamment le lien pour vous inscrire à sa newsletter, bien évidemment. Alors, du coup, on arrive à la dernière question. Si jamais tu avais un seul conseil à donner aux auteurs qui se lancent, alors ça peut être autant au niveau de l'écriture ou de la promotion, de la publication. Voilà, si on te demandait un seul conseil, je sais que c'est pas facile de donner un seul et unique conseil, mais voilà, quel serait-il? Alors, moi j'ai un seul conseil à donner à ceux qui débutent dans l'écriture ou qui ont envie de se lancer dans l'écriture, c'est de croire en ses rêves et de ne jamais abandonner. Parce que moi je rêve d'être écrivaine depuis que j'ai 11 ans. Et depuis cet âge-là, j'ai tout fait, tous les choix que j'ai pris, toutes les décisions que j'ai faites, c'était pour arriver où j'en suis aujourd'hui, avec plusieurs romans publiés, plusieurs nouvelles publiées, un prix littéraire. En fait, ça a dépassé toutes mes espérances. Et j'ai jamais renoncé, j'ai jamais abandonné, même si beaucoup de gens autour de moi me disaient, tu sais, l'écriture, c'est juste pour le plaisir, faut trouver un vrai métier à côté, c'est pas comme ça que tu vas réussir à vivre, nanana. Alors oui, certes, je ne suis pas encore au point de réussir à vivre de mon écriture et j'ai en effet un métier à côté pour pouvoir vivre. Mais il faut y croire, malgré tout ce qu'on peut nous dire, malgré tous les échecs qu'on peut avoir, il faut jamais renoncer, jamais abandonner, parce que le travail finit par payer. Voilà. Bon, c'est très juste. En même temps, il y a une citation qui dit « Toutes les personnes qui sont arrivées sont des personnes qui se sont lancées et sont des personnes qui n'ont jamais abandonné. » C'est un fait. Donc oui, je valide complètement ce conseil. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le parcours de Juliette vous a inspiré. Moi, je trouve que c'est vraiment très inspirant, très motivant. Je vous mets évidemment tous les liens vers tous ces réseaux dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez la retrouver sur Instagram, sur YouTube. Je vous mets aussi le lien vers ses publications sur Amazon et également pour la newsletter. N'hésitez pas à aller la suivre. Moi, je suis très contente de la suivre. Je trouve que c'est vraiment une personne très inspirante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a encore plein d'interviews qui vont arriver par la suite. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tous les auteurs que je trouve moi-même inspirants. On a tous beaucoup de choses à apprendre des autres. Voilà, à bientôt!